Donc, nous reviendrons au cours de la présentation de ce matin sur la problématique de la précarité des jeunes, sur les problématiques de précarité matérielle, puisque c'est notre action, donc l'aide en l'approvisionnement en produits non alimentaires pour les associations, pour venir en aide à ces publics en précarité. Les différents intervenants que nous allons entendre vont nous partager leur vision sur la situation de la jeunesse à l'heure actuelle, les perspectives de réponse, de solutions qui peuvent exister par rapport à tous ces problèmes qui se posent aux jeunes. Nous allons à présent laisser la parole à Romain Canler, donc, qui est notre directeur général et qui va un petit peu revenir sur notre action au niveau de l'Agence du don nature. Qu'est-ce que c'est que justement cette action, cette opération Priorité Jeunesse? Merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à l'équipe pour l'organisation du webinaire et puis merci aux intervenants aussi qui vont me succéder. Alors, vous êtes une cinquantaine à nous suivre ce matin. Tout le monde ne connaît pas effectivement l'Agence du don en nature. Donc, je vais en dire quelques mots très, très brièvement. On a un principe qui est assez simple et qui est malheureusement toujours très actuel. On est né il y a 13 ans aujourd'hui d'un constat qui était que plus de 600 millions d'euros à peu près de produits neufs, invendus, étaient détruits, jetés. Et dans le même temps, une partie très significative de la population, on parle en fonction des chiffres, au moins d'une dizaine de pourcents vivaient dans des situations d'insécurité matérielle, de précarité. Et donc, c'est ce principe très simple qu'a mis en œuvre, qu'a développé l'Agence de nature, c'est collecter ces produits invendus auprès des entreprises et les redistribuer aux associations qui luttent contre toutes les formes d'exclusion et de précarité. Donc, on a vraiment cette ambition. Tu peux peut-être, Noémie, passer sur la slide d'après pour justement qu'on puisse vous montrer quelques chiffres. Donc aujourd'hui, l'Agence du don nature, c'est à peu près 200 entreprises chaque année qui nous soutiennent. C'est un peu plus de 5 millions de produits redistribués chaque année. Alors, tout type de produits, quand on parle de lutte contre la précarité matérielle, très clairement, on parle de redistribuer des produits dits de première nécessité, et cette notion de première nécessité est assez large. Ça va effectivement des produits d'hygiène, bien entendu, des produits de soins et de bien-être, jusqu'aux fournitures scolaires, en passant par les jouets, en passant par les vêtements, en passant aussi par l'équipement de la maison. Donc, encore une fois, un spectre de produits assez large. On a la chance aujourd'hui de pouvoir compter, nous, Agence de nature et notre réseau de bénévoles, qui sont une quarantaine, sur un peu plus de 1000 associations partenaires, donc, qui nous accompagnent au quotidien et qui sont vraiment en fait les partenaires à la disposition desquels nous nous mettons, puisque vraiment notre ambition, c'est de les aider à assumer leur mission, à assumer leur objet de lutte contre l'exclusion et la précarité. Et donc, on pense qu'à peu près 1 million de personnes sont concernées par la redistribution de produits que nous arrivons à collecter auprès des entreprises. Donc, très clairement, notre objet social, c'est l'appui à la lutte contre l'exclusion et la précarité. Alors, quand on parle de précarité, c'est vrai que nous, on s'adresse plus spécifiquement à la problématique de la précarité matérielle. Et cette précarité matérielle, c'est très clairement dans notre vision, mais qui est celle de nos associations partenaires, c'est une forme d'insécurité matérielle qui empêche les personnes qui vont en souffrir de se réaliser et d'exercer leurs droits dans notre société, tout simplement s'intégrer dans notre société, très clairement. Donc, on pense que tout autant que la lutte contre la précarité alimentaire, cette lutte contre la précarité matérielle doit être véritablement une priorité et qu'elle doit être aussi un sujet politique porté sur la place publique. Et les intervenants qui me succéderont en parleront et développeront ces points-là. Alors, pourquoi donc, notre objet social, c'est évidemment de lutter contre la précarité sous toutes ses formes et pour tout le monde. Alors, pourquoi avoir mis l'accent spécifiquement sur la précarité des jeunes à travers cette opération Priorité Jeunesse? C'est parce que la jeunesse, c'est un moment un peu charnière de tout point de vue. Alors, c'est un moment, c'est une population
Cette population de 15-25 ans, c'est déjà une population qui vit parfois un peu sous les radars des dispositifs d'accompagnement et d'aide. Alors, on reparlera du débat effectivement sur l'ouverture du RSA à des publics de moins de 25 ans. Il y a des solutions qui progressivement se mettent en œuvre, qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais très clairement, aujourd'hui, sur cette tranche d'âge, 15-25 ans, qui est vraiment la cible de notre opération Priorité Jeunesse, on a un déficit de suivi d'accompagnement de cette population. Ça, c'est le constat, je dirais, aujourd'hui, et qui est un constat qui est en plus aggravé par la crise, puisque, bien sûr, vous le savez déjà, une partie de petits boulots, notamment, ont disparu. Il y a une précarisation accrue de jeunes actifs qui sont souvent dans des formes contractuelles précaires, en CDD, en intérim, etc. Donc, il y a évidemment un effet d'accentuation depuis un an et demi, mais de manière générale, il y a une précarité structurelle de cette tranche d'âge de la population de 15 à 25 ans. Et puis, c'est aussi ce moment, 15-25 ans, c'est aussi un moment charnière dans la vie des individus, parce que c'est le moment où on va se construire, c'est le moment où on va s'intégrer à la société, c'est le moment aussi où on peut échapper à certains déterminismes sociaux. Et très clairement, souffrir de précarité, être touché par la précarité à ce moment-là, c'est encore plus peut-être qu'à d'autres moments de la vie, c'est vraiment un frein à la réalisation de soi-même, un frein finalement à sa capacité à se créer un destin individuel et à exercer encore une fois ses droits dans la société qui est la nôtre. Donc, c'est aussi parce que c'est ce moment charnière de la vie qu'on a souhaité mettre l'accent sur cette tranche d'âge de 15-25 ans. Alors, concrètement, ça va consister en quoi? Nous, l'Agence du don en nature, notre ambition, c'est d'abord d'agir, tout simplement, et d'agir avec nos moyens. Même si ce matin, on va discuter un peu plus largement, effectivement, des sujets de fond, là, très clairement, on va déployer des actions à partir de cette semaine qui sont des actions qu'on a l'habitude de faire, mais qu'on va chercher à amplifier. La première chose, c'est qu'on va distribuer une centaine de palettes. Alors, on espère plus, d'ailleurs, mais c'est en tout cas le niveau plancher qu'on s'est fixé, qu'on va distribuer gracieusement, intégralement gratuitement, à un maximum d'associations. Donc, là aussi, on espère en toucher une centaine. Ça sera probablement un peu plus. Donc, on vise effectivement des associations qui ont un objet social qui est plus spécifiquement lié à cette tranche d'âge de 15-25 ans dont je parlais. Donc, protection de l'enfance, mission locale, aide aux étudiants, foyer de jeunes travailleurs, etc. Avec pour ambition, effectivement, de venir les appuyer dans leur quotidien. C'est des associations qui aujourd'hui fonctionnent, qui sont extrêmement importantes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une tranche d'âge qui passe souvent en deçà des radars de l'aide institutionnelle à la population. Et donc, c'est ce tissu associatif qui est hyper important. Et on a remarqué, et ça, c'est comme un motif d'espoir, que ce tissu associatif, il s'était densifié pendant la crise et qu'il y avait beaucoup d'associations, de collectifs qui s'étaient créés pour répondre à cet enjeu de la précarisation accélérée de cette tranche 15-25 ans. Donc, véritablement, on est là, encore une fois, pour appuyer le tissu associatif existant, pour l'aider à se développer. Et très clairement, on sait qu'un certain nombre de produits, et là, je parle de produits d'hygiène, de sous-vêtements, de produits de bien-être aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on est en situation de précarité qu'on n'a pas à avoir accès à certains produits qui permettent aussi une forme de conquête ou de reconquête de l'estime de soi. Donc, c'est ces produits qu'on va distribuer à ces associations. Alors, bien sûr, on s'adresse plus spécifiquement à ces associations, mais on continue à accompagner nos associations partenaires de manière générale, et notamment celles qui accueillent des jeunes, puisque toutes les associations ne sont pas forcément, bien entendu, dédiées à des publics de 15-25 ans. Donc, on a pu compter, et ça, c'est aussi un motif d'espoir, on a pu compter sur le soutien de certains de nos donateurs ou partenaires, là je parle d'entreprises traditionnelles, qui ont été plus que mobilisés véritablement par ce sujet. Donc là aussi, c'est un motif d'espoir parce qu'on sent quand même que cette notion de précarité des jeunes, elle fait écho dans la société dans laquelle on vit, auprès de tous, du tissu associatif bien sûr, je parlais de son dynamisme à l'instant, mais aussi des acteurs économiques. Il y en a quelques-uns qui sont cités sur la slide que présente Noémie. Donc très clairement, ça aussi c'est pour nous un levier important et on va essayer d'en faire au maximum profiter effectivement les associations
qui soutiennent ces publics de 15 à 25 ans. Et d'ailleurs, vous l'avez vu à travers la diversité d'associations, on parle beaucoup de précarité étudiante aujourd'hui. Émeric Lafage va y revenir. Mais on a souhaité surtout avoir un spectre, couvrir un spectre le plus large possible, parce que la précarité des jeunes, elle a aussi cette particularité d'avoir peut-être encore plus de facettes que d'autres formes de précarité sur d'autres tranches d'âge. Et tous les jeunes aujourd'hui, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient actifs, qu'ils soient ni étudiants, enfin ni en formation, ni actifs, peuvent être touchés à des degrés divers par la précarité. Et donc, cette distribution de produits, évidemment, c'est notre objet premier, c'est notre premier levier pour agir. Ça s'accompagnera aussi de transports gratuits pour l'ensemble de nos associations, indépendamment qu'elles soutiennent les jeunes plus spécifiquement ou pas. Et puis, on va essayer, alors ça c'est parfois compliqué malheureusement du fait des conditions sanitaires, mais on va essayer aussi de continuer à accompagner les associations partenaires sur les sujets qui concernent plus particulièrement les jeunes, qui sont les sujets d'ateliers socio-esthétiques, d'ateliers socio-coiffure, qui sont des éléments extrêmement importants, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, cette période 15-25 ans, c'est aussi une période de construction de soi-même, et qu'au-delà de l'accès à certains produits, c'est important de savoir aussi, enfin, les ateliers socio-esthétiques, par exemple, c'est extrêmement important, puisque c'est vraiment un outil pour quelque part mettre un pas dans notre société, dans la société de manière générale, et surtout y rester. Je vais donner la parole à Émeric Corbet de la Fédération des associations générales étudiantes, qui va nous parler plus spécifiquement des questions liées à la précarité des jeunes étudiants, puisque c'est un sujet qui est particulièrement dans l'actualité et pour lequel nous nous sommes particulièrement mobilisés également lors de cette semaine du don en nature. Donc, merci beaucoup, Émeric, qui est vice-président en charge de l'innovation sociale à la Fédération, d'avoir accepté notre invitation. Je voulais te demander pour commencer, comment percevez-vous à la FAGE l'impact de la crise sur les étudiants? Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup Noémie pour cette présentation et pour cette première question. Alors, pour aller justement droit au but, l'impact, si ce n'est que de la crise, à la FAGE, on l'a particulièrement vu, si ce n'est que dès le premier confinement, avec tout cet impact alors, sur différents volets, et je reviendrai justement sur ceci. Je pense notamment lié aux problèmes financiers, à la notion de décrochage aussi, et à ces fortes problématiques liées aux idées noires. Issu d'une enquête Ipsos, justement, qu'on a pu réaliser à l'issue du premier confinement. On a différentes statistiques qui sont particulièrement criantes, qui sont assez fortes. Je parlais des problèmes financiers, décrochage des idées noires. On a près de 74%, par exemple, des jeunes qui souffraient finalement de cette précarité sur un versant financier, qui ne savaient pas comment finir leur fin de mois, 84% qui n'avaient plus forcément foi en leur avenir, alors justement lié à ce versant de se dire, voilà, on va en fait maintenant passer sur des cours en version distancielle, numérique, donc sur Zoom, sur Teams, sur des outils qu'on ne maîtrise pas, que le corps enseignant ne maîtrisait pas forcément non plus. Et près de 24% justement des jeunes à l'issue d'un premier confinement très strict qui avaient justement des idées parfois très noires, voire même qu'on peut, si ce n'est que qualifier de suicidaires. Les causes, elles sont assez multiples. C'est des choses qui peuvent paraître bénignes parce que maintenant, ça fait maintenant près d'un an qu'on en parle, qu'on met vraiment le sujet sur la table et qu'on pousse, si ce n'est que les pouvoirs publics, à émettre des premières réponses, bon, si ce n'est des réponses beaucoup plus palliatives. Je pense à la question de la perte de l'activité rémunérée, donc avec beaucoup de jeunes justement qui ne peuvent plus avoir ces petits emplois, ces petits boulots, bon, qui étaient déjà très précaires aussi de prime abord, mais combinés à cet isolement social, parce qu'on a pas mal de jeunes justement qui vivaient alors au sein des résidences, parfois dans des 9 mètres carrés. Donc, au-delà de cette question de sédentarité qui se posait aussi, de se dire que oui, c'était des jeunes en fait qui n'avaient plus de liens sociaux en fait, où il n'y avait plus forcément d'issue, ou à part justement des temps parfois dématérialisés,
encore une fois, était leur seul échappatoire. Et quand je parle justement de temps dématérialisé, numérique, eh bien, malheureusement, on a encore beaucoup de jeunes qui souffraient justement d'un versant de la précarité, de cette fracture numérique qui était justement l'une des conséquences de la crise, bien sûr, mais qui, de manière beaucoup plus générale, rentre finalement dans un spectre d'ensemble et qui nous fait clairement dire que oui, l'impact a été particulièrement fort pour les jeunes dès lors que les différentes inégalités en fait, ont été particulièrement exacerbées durant cette crise. D'accord. Et justement, en termes de problèmes matériels, de précarité matérielle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à la situation telle que vous la voyez, étant donné que vous avez effectivement des outils statistiques et également beaucoup de remontées de terrain, puisque vous êtes présent dans toutes les universités en France? Oui, sur la question alors, de la précarité plus matérielle, on en parlait et je pense que Romain l'a particulièrement souligné. La question alors d'un versant plus alimentaire, donc avec la question des agorae et du coup des épiceries sociales et solidaires du réseau de la FAGE, on a pu répondre à cette urgence dès lors qu'on avait encore des chiffres assez alarmants, hein. On avait des distributions sur différents territoires en France, je pense de denrées, et où parfois on avait des queues, des files d'attente qui faisaient plus d'un kilomètre de long dans le respect des gestes barrières, mais qui faisaient état justement de cette urgence de la jeunesse, dès lors que le nombre, par exemple, de bénéficiaires au sein des Agorae, en fait, si ce n'est que doublé en une seule année, alors que le dispositif lui-même a bientôt 10 ans. Euh, donc on a bien sûr ce versant alimentaire, mais d'un point de vue beaucoup plus alors, terre à terre, parce que c'est vrai que très souvent on se cantonne à la question de qu'est-ce que vont manger en fait les étudiants demain, mais aussi de se dire, moi voilà, vis-à-vis par exemple, de la précarité menstruelle, vis-à-vis aussi des produits d'hygiène, de beauté, de soins, des choses voilà qui touchent aussi à cette question de la dignité aussi de la personne. C'est des choses qui nous ont aussi particulièrement touchés et sur quoi nous devions agir. Donc que ce soit avec des partenaires, que ce soit aussi avec cette mise en réseau, avec les différentes institutions, et pour en fait faire vivre aussi, si ce n'est que le projet de la FAGE, donc qui est de répondre à des besoins parfois très urgents par en fait, du projet d'innovation sociale, donc avec un projet avec un fort impact social, et qui plus est combiné cette volonté donc, de faire changer les lignes avec une prise de position, avec un déploiement justement du plaidoyer auprès des décideurs politiques. D'accord. Et justement, depuis l'année dernière, étant donné les nouvelles problématiques auxquelles vous avez dû faire face, quel nouveau dispositif avez-vous mis en place au-delà donc de l'action qui existait déjà des épiceries solidaires étudiantes Agorae? Est-ce que vous avez mis en place d'autres dispositifs et lesquels? Bien sûr. Alors, pour revenir justement sur la question des agorae, c'est déjà aussi une forme assez significative. Maintenant, on en a 27 en France, 24 lors de notre prise de mandat donc, pour le bureau national actuel, qui fait aussi état, hein, si ce n'est que de ça, de se dire qu'on a déjà 3 nouvelles épiceries du coup, qui ont vu le jour sur le territoire en l'espace de 6 mois. C'est logiquement cette hausse que nous avons sur une année entière. Donc, on a encore des perspectives justement d'évolution et sur d'autres projets aussi, hein. L'un des versants des Agorae, c'est notamment alors, la promotion et, si ce n'est que l'aide à la lisibilité, à l'accessibilité aussi des différentes prestations sociales, des aides aussi que peuvent en fait percevoir les jeunes, où on a dû justement densifier ce versant. Donc, je pense notamment aux aides parfois ponctuelles, beaucoup plus annuelles aussi du Crous, des choses parfois qui sont très simples, mais que les jeunes n'ont pas forcément ce réflexe pour y prétendre. La question voilà, de distribuer parfois des cartes prépayées pour lutter contre la fracture numérique, des distributions de denrées alimentaires non alimentaires. Voilà, c'est des choses qui sont assez factuelles. Mais maintenant, on a aussi justement voulu traiter 2 autres problématiques. Alors,
la première, c'était celle de la santé mentale, bien sûr, hein. C'est des choses qui nous touchent particulièrement, avec un dispositif national et qui a pu parfois se décloisonner et partir aussi sur les différents territoires. Je pense à J'appelle un psy, du coup, donc conventionné avec une psychologue diplômée, justement, qui travaille beaucoup avec le public jeune, qui connaît justement voilà, comment aussi travailler avec elles et eux. Et alors, sur quelque chose d'un peu plus expérimental aussi, sur la question du logement. Dès lors qu'on l'a vu, on avait déjà pas mal de jeunes qui souffraient, si ce n'est que d'un mal logement, notamment au niveau de la rentrée universitaire, où avec des fédérations de territoires du coup, qui composent la FAGE, on a pu mettre en place des dispositifs de logement, parfois d'urgence et ou provisoires sur quatre territoires pilotes. Je pense du côté de Strasbourg, de Grenoble, d'Angers et de Troyes, où à l'heure actuelle, on a plus de 1200 jeunes justement qui ont pu être aidés, avec très peu d'hôtes. Donc il y avait une forme finalement de solidarité aussi qui a pu s'organiser. Et si ce n'est que pour reprendre les mots aussi de Romain, hein, tout à l'heure, il y avait aussi cette question de se dire que certes, la crise, elle a mis en exergue justement les différentes inégalités, elle a en fait poussé, si ce n'est que les corps intermédiaires dans leur retranchement, mais pourtant, on a aussi constaté une volonté, si ce n'est qu'aussi alors par un mouvement d'éducation populaire, de solidarité de pair à pair, de pouvoir aussi tendre la main, si ce n'est qu'à l'autre, et de par aussi ce mouvement d'engagement, hein, avec pas mal de jeunes qui ne connaissaient pas encore les assos, les fédérations étudiantes, et qui ont pu alors, mettre en fait leur pierre à l'édifice et travailler en ce sens pour que chaque jeune justement ait, si ce n'est qu'un premier filet de sécurité pour son année universitaire. D'accord, très bien. Ben, merci beaucoup, Émeric, pour ces différentes informations. Aujourd'hui, par rapport à l'activité que vous avez, comment est-ce que vous voyez les prochains mois? Alors, les prochains mois, forcément très compliqués, de par notamment les annonces aussi d'hier. Ça chamboule aussi pas mal de choses. On sait qu'il y a encore pas mal de jeunes qui font hein, encore la queue, si ce n'est qu'aux distributions, que cette fraction numérique, elle est toujours présente. Certes, peut-être amoindrie de par certains dispositifs locaux aussi qui ont pu mettre en place par les universités. Ça, on a pu le répéter à maintes reprises. On a pu saluer les premières prises d'initiative, si ce n'est que du gouvernement, hein. Donc, pour rappel non exhaustif, que ce soit le chèque psy, justement, pour traiter de la santé mentale, la question d'un double ticket rue, du coup, de la restauration universitaire pour toutes et tous à 1 € 2 fois par jour. Cependant, ce qu'on souhaite hein, et ce qu'on met en avant auprès des pouvoirs publics, c'est de pouvoir justement travailler cette ambivalence d'une réponse à la fois palliative pour les urgences que connaissent nos jeunes en l'état à l'heure actuelle, mais aussi des réponses beaucoup plus curatives, beaucoup plus structurelles. J'en pense à deux et je pense notamment à une forme de linéarisation des bourses pour justement permettre à chaque jeune d'avoir une bourse à la hauteur de ses besoins. Et je pense justement qu'Antoine pourra en parler davantage sur cette question du déploiement du RSA pour les 18-25. Mais du côté de la FAGE, on est plus justement sur une mesure qui pourrait s'étendre après sur le temps pour accompagner les jeunes vers l'emploi, vers la formation sous la forme, sous le format d'une garantie jeune plus universelle, justement, qui pourrait être à la fois très D'accord. humaniste et amener les jeunes en l'état à pouvoir co-construire leur propre avenir. Mais voilà, la suite va être particulièrement compliquée et dans tous les cas, il faut que les jeunes puissent reconnaître, si ce n'est que les différentes aides que peuvent aussi proposer les corps intermédiaires étudiants. Merci beaucoup, Émeric. Nous avons une question donc de Josette, qui est bénévole à l'Agence du don nature, sur les types d'étudiants qui sont les plus touchés au niveau de la crise. Est-ce qu'il y a des régions où il y a plus de difficultés que d'autres? Est-ce que c'est aussi en fonction du niveau social, vous constatez des différences très importantes? Alors, double question du coup. En termes de territoire, Mhm. euh, la précarité, elle n'a pas de frontières géographiques. C'est quelque chose qu'on a relativement vu dans chaque territoire, dans chaque grande région, hein, si ce n'est qu'en termes en termes de découpage.
on a des distributions, on a parfois des épiceries sociales et solidaires, on a des volontés, si ce n'est que des fédérations, de pouvoir aussi traiter justement tous ces cas, parce que Romain aussi l'a plus ou moins dit, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui passent aussi sous nos radars, qui parfois ne connaissent pas les aides en fait, que peuvent aussi porter, si ce n'est que les jeunes d'un modèle plus entre pairs, en fait, les actions des associations, des fédérations de jeunes. Mais sur la question de quel type de jeunes, par exemple, sont les plus à même d'être précaires ou autres, je pense que justement, la crise, elle a fait en sorte que maintenant, on a cassé en fait ce modèle de type, de profil justement qui sont les plus à même de devenir précaires. Je pense que chaque jeune justement est en fait maintenant devenu beaucoup plus vulnérable par rapport à avant et que dans tous les cas, c'est des choses qu'on a plus ou moins vues, hein, si ce n'est que depuis maintenant 10 ans au sein des épiceries. La question des étudiants extra-communautaires, donc des étudiants issus de la mobilité, qui parfois constituent plus de 60% hein, des bénéficiaires des Agorae, de part parfois, D'accord, voilà, si ce n'est que ce manque de lisibilité des aides, ce manque voilà, de d'accord. connaissances, de liens sociaux. Merci beaucoup, Emeric. En tout cas, merci pour ton intervention. On pourra revenir éventuellement à la fin de la réunion sur d'autres questions. Je vais laisser la parole maintenant à Antoine Dulin. Donc, Antoine Dulin est membre du Conseil économique, social et environnemental et du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Il nous a rejoint ce matin. Merci beaucoup de votre disponibilité et Sans problème, bienvenue. bonjour. Merci. Voilà, donc vous êtes également à la métropole de Lyon, donc conseiller social et solidarité au niveau du président de la métropole. Donc nous avions quelques questions à vous poser ce matin et aussi pour avoir votre vision par rapport à ces problématiques des jeunes actuellement en raison de la crise. Qu'est-ce que la crise sanitaire a changé par rapport à la situation qui était préalable des jeunes que vous connaissiez, puisque vous vous intéressez particulièrement aux politiques d'insertion sociale des jeunes? Alors, la crise, elle a révélé deux choses. La première, c'est qu'elle a mis en exergue la situation de précarité des jeunes qui existait avant la crise. J'aime rappeler, même si c'est des chiffres qui ne sont pas très heureux pour notre pays, qu'avant la crise, il y avait déjà un jeune sur 5 qui vivait en dessous du seuil de pauvreté et qu'on avait un taux de chômage des jeunes très important, étant donné qu'il était autour de 17-18%, même s'il avait, au dernier trimestre de l'année 2019, baissé. On était quand même à un taux de chômage qui était quand même supérieur à celui des tranches d'âge des tranches d'âge au-delà D'accord. de 25 ans. Et donc, on voit bien qu'il y a eu cette difficulté-là. Deuxième, donc elle a révélé une précarité qui existait et qui s'est encore plus, enfin, qui a été rendue visible à la fois et par tout ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la fermeture des universités, la fin d'une dynamique de socialisation, etc., a mis en exergue le fait que, certes, la crise sanitaire touchait particulièrement les personnes les plus âgés, les plus fragiles de la population, et qu'en même temps, la crise sociale et économique qui en découlait allait toucher fortement les jeunes. Et on a vu l'apparition aussi de jeunes qui étaient sur le fil du rasoir, c'est tous ceux qui ont été décrits tout à l'heure, qui vivaient de petits boulots, d'économie de la débrouille, de CDD, qu'on ne voyait pas, qu'on acceptait cette forme de se dire, bah voilà, ce temps de formation, le temps d'étudiant, le temps de la jeunesse, c'est un peu un temps de galère. Donc on accepte finalement ce temps-là, sauf que quand l'économie de la débrouille s'arrête, il y a eu plus, lors du premier confinement, entre 500 000 et 1 million d'emplois qui ont été stoppés, arrêtés net. Et ben donc, effectivement, de nouveaux jeunes qui sont tombés dans la précarité. On n'a pas aujourd'hui les chiffres exacts de combien de jeunes sont touchés par la précarité. On les aura prochainement. Mais en tout cas, on a vu, et c'était rappelé tout à l'heure, la multiplication de jeunes dans les distributions d'aide alimentaire, qui a montré que, voilà, que les jeunes étaient pas particulièrement impactés. En termes de chômage, aujourd'hui, on est à plus de 22-23% de jeunes touchés par le chômage.
Pourquoi? Parce que les jeunes sont la variable d'ajustement du marché du travail quand il y a une crise économique. Et la moitié des jeunes sont employés dans des logiques de CDD et un tiers d'eux dans des logiques d'intérim et de stage, donc d'emplois très précaires, effectivement, quand il y a une crise économique, ils tombent tout de suite et ce sont les premières victimes de la crise économique. On avait déjà vu ça en 2008-2010. Et après, vous en avez parlé également, il y a un impact très fort sur la question de la santé psychique, la santé mentale, à la fois avec du renoncement aux soins qui est très important, qui était important déjà chez les jeunes et qui continue à être important et qui est malheureusement un risque d'être une bombe à retardement de cette crise, et puis des impacts psychiques et mentaux très importants. Des études montrent que plus d'un tiers des jeunes avaient consulté un psy, étaient allés voir une cellule d'écoute, etc., ce qui montre bien l'impact très important de la crise sur la situation de ces jeunes. Merci beaucoup, Antoine. Et justement, comment est-ce que les jeunes aujourd'hui peuvent se projeter vers l'insertion professionnelle? C'est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez travaillé notamment au niveau de la métropole de Lyon sur des nouveaux dispositifs. Alors, là-dessus, c'est un énorme enjeu. L'État a déployé un plan qui s'appelle le plan Un jeune, une solution, qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de milliards d'euros qui sont donnés. Je ne suis pas forcément d'accord avec l'ensemble des mesures, y compris sur la question des aides à l'embauche, qui sont souvent des effets d'aubaine, et que quand les entreprises ont la possibilité d'embaucher, en fait, ils n'ont pas besoin d'aide à l'embauche. En revanche, il y a un effort considérable qui a été fait sur la question de l'apprentissage et sur un certain nombre de dispositifs d'insertion par Pôle emploi, donc l'accompagnement intensif jeune, s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des gens qui les accompagnent, la garantie jeune qui a été multipliée, passage de 100 000 à 200 000, et le dispositif de l'APEC pour les jeunes étudiants sortant de diplôme pour avoir un accompagnement. Ce que le gouvernement a pris conscience, et ce qui est très intéressant aussi dans la société, c'est qu'on ne pouvait plus dissocier la logique d'accompagnement et la logique d'allocation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher du boulot quand on ne sait pas comment on va manger le soir, où on va dormir. Et donc, il y a eu cette prise de conscience, et aujourd'hui, un certain nombre de ces dispositifs sont accompagnés d'allocations financières pour aider les jeunes qui sont sans ressources. Malheureusement, on reste dans une logique de dispositif et dans un temps limité. Et malheureusement, cette crise, elle va impacter durablement l'insertion. On l'a vu sur la crise de 2008-2010. Il faut attendre 2019, donc 9 ans après la crise économique de 2008-2010, pour que le chômage des jeunes baisse. Et donc, on va être parti là dans 5-10 ans de difficultés d'insertion pour les jeunes sur le marché du travail. Et donc, il faut à la fois les accompagner, permettre aux entreprises de les embaucher, etc., relancer l'activité, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut garantir un filet de sécurité, une ressource à ces jeunes. C'est tout le combat qu'avec beaucoup d'organisations, on mène. On est le seul pays, un des seuls pays d'Europe, à ne pas permettre l'ouverture du revenu minimum aux jeunes en dessous de 25 ans, à la fois pour des considérations culturelles que je passe, parce que ce n'est pas mettre les jeunes dans l'assistanat que de donner 500 euros. On ne vit pas avec 500 euros, c'est juste de leur garantir un petit filet de sécurité, leur permettre d'accès à d'autres droits, y compris l'accès au logement. Parce qu'aujourd'hui, quand on est à la garantie jeune, on a une ressource qui est solvable que pendant une année. Et ben, c'est comme un peu la dimension CDD, CDI. Ben, quand on est face à un bailleur, quand on est face à un propriétaire privé pour accéder à un logement, ben, quand on est en CDD, on a beaucoup moins de chances que de l'avoir quand on est en CDI. Et ben là, on est un peu dans la même logique avec l'histoire de la garantie jeune parce qu'elle ne dure qu'1 an. Et donc, il faut arriver à sécuriser le parcours d'insertion en garantissant à la fois une garantie de ressources d'un montant qui peut être celui du RSA et d'un accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle. Je pense notamment à aujourd'hui, il y a plus d'1,5 million de jeunes qui sont en France ni en emploi ni en formation. Ce nombre ne cesse d'augmenter. On a un jeune sur 6 qui a décroché du système scolaire, de ses études, de sa formation, etc. Et donc, on sait que sans la dynamique d'accompagnement, de récupération de l'estime de soi, d'un travail très fort sur la question de la confiance, de l'estime, etc., eh ben, on n'arrivera pas à permettre à ces jeunes de retrouver du travail. Et donc, moi, je pense qu'il faut à la fois garantir ce filet de sécurité, cette allocation, et à la fois développer des méthodes d'accompagnement via les missions locales, via Pôle emploi et via plein d'autres acteurs sur les territoires qui accompagnent ces jeunes et avec qui l'Agence des dons en nature est en relation. Et c'est très important
effectivement, parce qu'il y a des freins périphériques, entre guillemets, à l'accès à l'emploi. Il y a des questions d'estime de soi qui sont très importantes, questions de santé psychique, mentale, des santé physiques aussi. Il y a des questions de mobilité. C'est parfois très compliqué pour un jeune d'aller d'un territoire à un autre, y compris même au sein d'une même métropole. Je le vois sur Lyon, où on a des jeunes qui ne sont jamais sortis de leur commune, de Vinicieux, de Vaux-en-Velin, etc., y compris pour aller passer le périphérique, et c'est le même cas dans la région parisienne. Et donc, on a un travail à faire sur ces enjeux-là, sur les codes du travail, sur les questions de français, sur les questions de français langue étrangère. Voilà, et on ne peut pas juste traverser la rue pour trouver du boulot. Il y a vraiment un travail d'accompagnement à faire et garantir à ce que les jeunes ne soient pas dans une situation de précarité. Je vous ai perdu. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, on parle de nouveaux précaires en raison de la crise. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, en réalité, il y avait quand même déjà un niveau de précarité assez élevé au niveau de ce public jeune, déjà avant la crise. Là, quels peuvent être les acteurs ressources? Donc, vous parliez des missions locales. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce que vous trouvez être les acteurs ressources au niveau local, justement, pour notamment toutes les associations ou les bénévoles qui nous suivent ce matin? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de nouveaux entrants, malheureusement, dans le monde de la pauvreté, et y compris beaucoup chez les jeunes. Au niveau de la métropole de Lyon, on a plus de 10 000 bénéficiaires de RSA en plus sur l'année 2020. On était à 34 000, on est à 44 000. C'est énorme. Et avec une population qui est majoritairement une population jeune, qui n'a pas cotisé assez, parce qu'aujourd'hui, le système de l'assurance chômage, d'ailleurs, qui va évoluer malheureusement en défaut des jeunes, il faut avoir cotisé 4 mois pour pouvoir bénéficier d'allocation chômage, et on va passer à 6 mois. Donc, on va encore plus contraindre la possibilité d'avoir une petite allocation et un petit revenu. Donc, il y a un certain nombre de jeunes qui vivotaient, qui enchaînaient des CDD, des stages et des intérims, qui étaient parfois auto-entrepreneurs. On le voit avec notamment tous les chauffeurs-livreurs, mais aussi un grand nombre de jeunes qui se lançaient dans des projets de création d'entreprise, qui se retrouvent effectivement en grande difficulté. Alors, il y a différents acteurs, notamment sur le territoire. Il y a ce qu'on appelle les missions locales, qui sont des associations qui essayent de fédérer les différents acteurs sur le territoire, d'avoir des ressources d'accompagnement, qui ont un panel d'accompagnement pour les jeunes qui sont en difficulté pour l'insertion professionnelle, mais aussi sur les enjeux d'insertion sociale. Il y en a plus de 400 sur le territoire, elles sont facilement trouvables. Après, il y a aussi tous les acteurs du monde de la pauvreté, de la solidarité. Ça a été dit tout à l'heure par les épiceries sociales et solidaires dans le monde étudiant, par un certain nombre d'organisations qui portent cette dynamique de distribution alimentaire, et en premier lieu la FAGE, mais aussi par toutes les dynamiques aussi des associations de lutte contre la pauvreté, que ce soit le Secours populaire, la Croix-Rouge, le Secours catholique, les Restos du Cœur. Voilà, aujourd'hui, ont un travail qui est fait sur la question des jeunes, mais qu'il faut renforcer parce qu'elle est beaucoup tournée autour de la question de la distribution alimentaire. Or, comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule question. Il va falloir travailler sur la dimension remobilisation, l'estime de soi. Non, cette période de galère, elle n'a qu'un temps, et il faut aider les jeunes à s'en sortir. Voilà. Après, il y a, je suis sûr, sur chacun des territoires, plein d'expériences qui sont vécues, et j'incite tous les bénévoles et les acteurs de l'agence du don à nature à se tourner vers eux, parce que je suis sûr qu'ils auraient sans doute des besoins à exprimer, et ils sont assez facilement repérables sur Internet, dans les journaux, différents acteurs qui portent des actions. Il y a aussi, j'ai envie de parler aussi de tous les acteurs de l'éducation, de la prévention spécialisée, des éducateurs de rue, etc., présents sur le territoire. Voilà, il y a un certain nombre, Pôle emploi également, bien évidemment. Il y a l'EDC, l'école de la deuxième chance, il y a l'EPID, voilà, dans certains territoires qui existent. L'école de deuxième chance, elle est plus généralisée que l'EPID. L'EPID, c'est des petits, c'est des accueils
qui sont très structurées avec de l'internat, etc. L'école de la deuxième chance, ça permet effectivement de remobiliser les jeunes à travers de ces mobilisations d'estime de soi. Voilà, il y a un certain nombre d'acteurs sur le territoire que vous pouvez contacter. Merci beaucoup en tout cas, Antoine. Je sais que vous devez nous laisser, donc je vous souhaite une bonne journée et puis Merci on à vous vous, recontactera bientôt. En tout cas, merci de avec votre plaisir. Et bravo participation. pour cette mobilisation, elle est très importante et elle est salvatrice. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Donc voilà, nous allons reprendre donc le fil avec différentes questions qui ont été posées donc pendant les interventions, notamment sur la question des aides au logement pour les étudiants. Est-ce qu'il y a des aides au logement mises en place spécifiquement pour les étudiants? Je ne sais pas si, Aymeric, tu peux reprendre la parole sur ce sujet-là. Merci. Totalement. Alors, merci beaucoup, Eve, il me semble, pour votre question. Alors, je vais surtout partir d'un point de vue national, hein, où on parle très souvent des APL, des choses voilà, qui sont très connues des jeunes, qui les perçoivent en grand nombre. On parle aussi de la garantie visale qui a été aussi déployée il y a pas très longtemps par le gouvernement. Justement, c'était quelque chose qu'on poussait, de faire en sorte que l'État puisse aussi se porter garant pour les jeunes qui parfois ne trouvaient pas spécifiquement justement de garant pour un logement. Malheureusement, on voit aussi, si ce n'est que des premières lacunes au dispositif. Et je pense notamment dans le parc locatif privé. On a pas mal de bailleurs aussi qui ne sont pas toujours en accord, qui ne respectent pas forcément ce dispositif-là et qui ne le prennent pas en compte. Donc, c'est déjà une première défaite, on va dire, dans un sens, mais ce dispositif existe. Alors, j'ai vu aussi du coup que vous étiez conseillère au Césaire de Normandie. Donc, idem, c'est un Césaire enfin, du moins, et un territoire que je connais bien. Donc, oui, il y a bien des aides aussi territorialisées aussi qui existent. Du côté de la Normandie, je pense à l'aide mobilité jeunes diplômés, du coup, déployée par la région, donc à hauteur de 600 euros et qui permet notamment de couvrir deux grands versants. La question des frais d'installation donc pour un premier logement, de par une première mobilité aussi des jeunes, donc mobilité à la fois géographique qu'académique aussi, hein, parfois de devoir aussi favoriser les transports et du moins la mobilité interrégionale et sur le financement du coup pour le dépôt de garantie. Voilà, c'est des choses que un grand nombre de jeunes ne maîtrisent pas foncièrement et en termes de finances qui parfois se retrouvent très très vite bloqués. On le voit, hein, si ce n'est que lors des études réalisées par alors, tant bien les fédérations de la FAGE, mais aussi par la FAGE de manière générale pour un pan national, sur le coût de la rentrée. Et on voit que le logement reste dans les hauts justement du panier en termes de dépenses pour les jeunes et que malheureusement ce coût de la rentrée ne fait qu'augmenter et de part aussi parfois certaines villes, certaines régions qui sont parfois les plus chères où on voit des plus grandes difficultés. Et il y a de vous à moi aussi un grand effet finalement de cause aussi conséquence, hein. C'est très souvent dans ces régions-là qu'on voit le plus par exemple, de bénéficiaires au sein des épiceries et au sein des différents dispositifs d'urgence. Donc il faut aussi justement se questionner pour davantage justement porter aussi ce plaidoyer-là et en fait se dire bah, voilà, comment est-ce que les pouvoirs publics, comment est-ce que les différentes chambres aussi décisionnelles peuvent aussi se saisir de ces questions-là et d'un point de vue 100% local aussi, comment est-ce que les différents territoires peuvent aussi saisir de la question, des gens qui ont aussi des formes de compétences aussi, hein, je pense aux différentes métropoles, les départements, les régions, les villes, qui peuvent aussi réaliser de très belles choses en termes aussi de foncier et de logement pour les jeunes. Merci beaucoup, Aymeric. Donc, en tous les cas, pour ce qui concerne les Agorae, qui sont donc les épiceries solidaires du réseau de la FAGE, effectivement, il y en a environ la moitié sur près de 30 qui ont commandé des produits donc, pour la semaine du don en nature, des produits gratuits, donc avec notamment des produits d'hygiène, de bien-être, et voilà, principalement ce type de produits-là. Et donc, nous sommes potentiellement en contact avec l'ensemble des Agorae. Certaines
vont passer des commandes sur le catalogue de l'Agence du don en nature, d'autres non. Mais voilà, en fait, ça dépend de la gestion de chacune des épiceries solidaires au niveau local de l'université. Et nous travaillons aussi avec d'autres épiceries solidaires étudiantes qui ne sont pas directement liées au réseau de la FAGE. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, en tous les cas, donc l'opération Priorité Jeunesse donc, de cette semaine est toujours en cours. Donc, il est toujours possible d'envoyer à des associations donc, du réseau de l'Agence du don en nature, éventuellement à d'autres associations qui s'occupent donc particulièrement des jeunes. Ces produits dont on vous parlait, de produits d'hygiène, produits de bien-être, également des sous-vêtements. Donc, c'est une opération qui est faite en partenariat avec la Fondation Carrefour et également avec les donateurs de produits, notamment L'Oréal et DIM. Et donc, ça permet voilà, de pouvoir distribuer une très grande quantité de produits sur une période resserrée qui vont bénéficier directement aux jeunes les plus en précarité. Alors, je crois, Noémie, qu'il y avait une dernière question sur le renouvellement de cette initiative. Alors, je ne sais pas s'il s'agissait du webinaire en tant que tel ou de l'initiative Priorité Jeunesse. Oui. Mais je pense qu'on peut répondre aux deux. Bah oui, bien entendu, on en fait chaque année en fait, des actions thématiques comme celle-là. C'est vrai que cette année, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus, mais on avait anglais ça effectivement sur la précarité jeunesse, mais on a des opérations en cours sur d'autres tranches d'âge, hein, d'autres types de populations, puisqu'on a une opération en cours depuis hier sur les enfants 0-3 ans. Qui sont aussi une catégorie, une tranche d'âge particulièrement touchée, ainsi que leur famille, bien sûr, par la précarité. Et puis après, on a des opérations thématiques aussi à certains moments de l'année, sur les fournitures scolaires, par exemple, une opération qui va démarrer en juin pour les associations qui accompagnent les publics concernés, ainsi que des opérations type Noël aussi, avec des types de produits spécifiques, et qui là a lieu plutôt en octobre, fin octobre, début novembre. Voilà, donc oui, on a notre année, l'année ADN est rythmée effectivement par un certain nombre d'opérations spéciales de ce type. Et bien sûr, ensuite, on a des opérations on a une activité courante, quotidienne, auprès des différents publics, et notamment, bien sûr, auprès des épiceries sociales et solidaires étudiantes. Oui, alors merci en tout cas Corinne pour ta question. Donc ce type d'initiative, peut-être que tu faisais référence aussi au webinaire. Donc oui, l'objectif, ça serait si possible de pouvoir en animer régulièrement. En tous les cas, on a d'autres questions sur les actions en cours et à venir afin de pouvoir anticiper dans les dons. Donc les actions dont Romain vient d'en parler. Il y aura également une action cette année auprès de la petite enfance qui va commencer au mois d'avril pour les bébés 0-3 ans. Donc ça sera la prochaine action de distribution dans le planning de l'Agence du don en nature, avec notamment des distributions de couches et de produits alimentaires pour bébés. Nous avons une autre question. Juste, pardon, Noémie, je t'interromps, mais un petit complément d'infos. Pour celles et ceux qui souhaitent justement suivre les opérations spéciales, alors déjà, de manière générale, hein, toutes les associations qui le souhaitent
peuvent avoir accès aux produits ADN. Ça, je crois que c'est la question d'après. Je ne peux pas anticiper ta réponse, mais je te laisserai développer après. Mais pour celles et ceux qui souhaitent suivre les actions spécifiques ou les actions thématiques, le plus simple, alors déjà, c'est d'aller sur notre site internet, bien sûr, mais le plus simple, c'est de s'inscrire à notre page. Alors, ça dépend des réseaux que vous utilisez, hein, mais ça peut être Facebook, LinkedIn, Twitter ou Instagram. Enfin, en tout cas, s'inscrire à nos pages et on les annonce toujours en avance, hein, pour effectivement informer nos partenaires, les pouvoirs publics, les entreprises aussi, bien sûr, des actions qu'on mène. Donc, le plus simple, c'est vraiment de nous suivre sur les réseaux sociaux et c'est là que vous avez les infos voilà, régulièrement. Et ce qu'on va faire désormais aussi, puisqu'on a de plus en plus d'opérations spéciales, et c'est tant mieux, mais c'est aussi malheureusement un signe aussi de l'accentuation de certaines problématiques pour les assos que nous accompagnons. Ce qu'on va faire aussi désormais, c'est qu'on essaiera de vous diffuser régulièrement sur les réseaux sociaux et sur notre site des calendriers un peu au long cours. Alors, quand on est capable de le faire, parce qu'on n'est pas toujours capable d'anticiper de plusieurs mois certaines actions, mais on essaiera effectivement de vous mettre en ligne une fois, peut-être 2 par mois, un calendrier remis à jour systématiquement, en plus des annonces qu'on fait au fil de l'eau sur les opérations que nous menons. Pardon, je t'ai interrompu, Noémie, et du coup, il y avait une autre question sur l'accès, je crois, aux dons, enfin aux produits distribués par l'agence du don en nature. Oui, donc Jean-Claude qui nous demande quelle est la procédure pour demander des produits. Alors nous, c'est vrai que à part les produits bébés qu'on va avoir prochainement, mais sinon on n'est pas sur les produits alimentaires. Mais pour ce qui concerne les produits bien-être et hygiène, il est tout à fait possible en fait de nous contacter directement à l'agence du don nature. Donc il y a les coordonnées à la fin de la présentation donc, qui vous sera envoyée. Et également avec info@adnfrance.org pour qu'on puisse vous recontacter pour échanger ou échanger avec l'association sur ses besoins et pour voir s'il est possible de mettre en place un partenariat. Donc voilà, le mail a été mis dans la discussion. Donc n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe du pôle association. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent vous répondre assez rapidement et ensuite essayez de voir si vous avez un besoin urgent pour vous envoyer des produits plutôt à court terme. Et simplement pour compléter ton propos, hein, Noémie, c'est vrai que nous, potentiellement, bien sûr, hein, notre objectif, c'est de travailler avec un maximum de partenaires. Hein, donc, tout le monde peut travailler, enfin, peut avoir accès aux produits qu'on distribue. On n'a qu'une seule condition, finalement, c'est que nous, on cherche à s'assurer que les produits qu'on va distribuer aux associations vont bien aux bénéficiaires finaux, c'est-à-dire aux gens qui sont en situation de précarité et d'exclusion. C'est la seule exigence qu'on ait, en fait, avec une association pour travailler avec elle. Et donc, ça veut dire qu'elle doit faire preuve d'un minimum de transparence, hein, sur son fonctionnement, sur à qui elle s'adresse. Donc, on a quelques pièces effectivement administratives et on exerce aussi on procède à des visites, hein, entre guillemets, des visites / audits de ces assos. Mais encore une fois, c'est la seule exigence qu'on ait, c'est de s'assurer que les produits distribués vont bien aux bénéficiaires. Sinon, sous cette condition, ensuite, tout le monde peut travailler effectivement avec l'agence du don en nature, quoi.